Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour corriger l'exercice 2 du chapitre 1 sur le décollage. Cet exercice ressemble énormément à l'activité qu'on a faite en classe, la résolution de problème sur le décollage de la fusée. Donc avant de commencer cet exercice, je t'invite à bien reprendre ton activité sur le décollage de la fusée, à revoir la correction, que ce soit en écrit sur le site du collège, ou en vidéo sur la vidéo que tu trouveras sur ma chaîne YouTube. Bien, et bien écoutez, on y va. Donc, on nous demande à la première question, quelles sont les forces qui s'exercent sur la fusée avant et après le décollage? Donc on va déjà faire avant. Donc voici ici la fusée, d'accord? Voilà. Alors, quelles sont les forces qui s'exercent sur cette fusée avant le décollage? La première force qu'on a, forcément, puisqu'on est sur la Terre, c'est le poids. Le poids, c'est la force qu'exerce la Terre sur tous les objets placés dans son voisinage. Du coup, on va la représenter ici sur le schéma. Pas à l'échelle encore, mais on va la représenter. Alors, comment la représenter? Les élèves, souvent, ont du mal à trouver le point d'application. Moi, j'ai un conseil à te donner. Pour trouver le point d'application, pose-toi la question, est-ce qu'il s'agit d'une force de contact ou une force à distance? Le poids, tu le sais, est une force à distance. D'accord? Ici, on le voit bien. Le stylo n'a pas besoin de toucher le sol pour être attiré vers le bas. Bien, c'est pour ça qu'il tombe. Donc du coup, comme il s'agit d'une force à distance, on va représenter le point d'application de la force va être le centre du volume de l'objet sur lequel s'exerce cette force. D'une autre manière, vu que la force s'exerce sur tout l'objet, du coup, on va prendre comme point d'application son centre. Voilà. Bien, qu'on appelle souvent et qu'on appellera au lycée le centre de gravité. Donc ici, on va représenter le poids. Voilà. On a un autre stylo, celui-là ne marche pas. Bien, alors ici, on n'a pas qu'une force. Elle est simple, c'est si avec le poids, la fusée, elle tomberait vers le bas. Or, elle ne tombe pas vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il y a le sol qui la maintient au sol, qui fait qu'elle ne s'enfonce pas. Donc du coup, ici, on a aussi une force du sol sur la fusée, en retour, ce qu'on appelle la réaction du support. Alors, quant à elle, ici, est-ce que c'est une interaction à distance ou c'est une interaction de contact? Ici, le sol réagit au fait que la fusée touche le sol, donc c'est une force de contact. Le fait que ça soit une force de contact, la force s'exerce sur la surface de contact entre la fusée et le sol. Donc on va prendre le centre de la surface de contact. Donc ça, c'est déjà un premier bilan que tu dois bien maîtriser. D'accord? Te poser la question, la force du sol sur la fusée. Voilà. Simplement te poser la question, est-ce que la force que je dois représenter, c'est une force de contact ou à distance? Si c'est une force de contact, tu représentes le point d'application au centre de la surface de contact entre l'objet et la surface. S'il s'agit d'une force à distance, le point d'application correspondra au centre du volume de l'objet. Alors tu verras au lycée que ce n'est pas exactement le centre du volume, ça c'est le centre des masses, mais ça c'est un peu plus compliqué. Et pour l'instant, le centre du volume suffira largement. Bien. Donc au final, les deux forces avant le décollage, on a le poids et la force du sol sur la fusée. Bien. Alors maintenant, après le décollage, alors on va refaire un schéma similaire, hein, d'accord? Qu'est-ce qui change? Et puis on n'a même plus le sol en fait. Alors, on a toujours le poids, elle est toujours attirée par le bas, vers la Terre. C'est une force à distance, donc le point d'application correspond au centre du volume, ou au centre des masses plus exactement, mais au centre du volume. Le poids. Ensuite, la deuxième force, ici, est-ce qu'on va la retrouver, la force du sol sur la fusée? Non. Ici, la fusée n'est plus en contact avec le sol, comme c'est une force de contact. On ne la retrouve pas. Par contre, il y a une force qui la pousse vers le haut. C'est ce qu'on appelle la force de poussée. Alors la force de poussée, elle vient des moteurs qui éjectent du gaz vers le bas. Donc
on va prendre ça plutôt vers le bas, mais ici, ne te reprends pas trop de chou pour le point d'application. L'idée, c'est vu que les moteurs sont plutôt en bas, la force vient plutôt du bas, donc on met ça vers le bas, mais ici, c'est pas très important. Donc ici, c'est la force de pousser. Alors la force de pousser, on l'a déjà vu, mais je vais le répéter. C'est le principe du volant de baudruche. Hein. On le gonfle. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer si je lâche mon doigt? Des gaz vont être éjectés vers l'arrière et donc le ballon va aller par là. Bon, la trajectoire n'est pas bien maîtrisée parce que l'éjection des gaz ne se fait pas bien tout droit, mais c'est exactement le même principe. Donc du coup, les forces qui ont lieu après le décollage sont toujours le poids et la force de poussée. Bien. Passons à la question 2. Déterminer la valeur de chaque force avant le décollage. Donc on ne va pas être ici, d'accord? On va être ici. Alors avant le décollage, on a deux forces à déterminer. Est-ce qu'il y en a une qui est plus facile à déterminer que l'autre? Je pense que vous avez déjà vu. Excusez, ici, celle qui est plus facile à déterminer, c'est le poids. Pourquoi? Parce que le poids, à partir de sa masse, on va pouvoir déterminer le poids de la fusée. Alors l'autre, comment fait-on? Oui, parce qu'on ne nous indique rien dans les documents, on n'a pas de relation, pas de formule. Alors, on a vu, et tu as vu dans ton cours, que lorsque la fusée ne bouge pas, on dit qu'elle est à l'équilibre, et bien les deux forces sont de sens opposé, mais de même valeur. Et donc du coup, on dit que les forces se compensent. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que la fusée est à l'équilibre. Et le fait qu'elle soit à l'équilibre, ceci justifie que la force du sol sur la fusée est égale au poids. D'accord? Donc du coup, on n'a plus qu'à déterminer le poids. Voilà, donc on détermine le poids. Alors je t'invite toujours à faire une petite phrase pour annoncer ce que tu fais. Comme on dit, lorsque tu offres un cadeau, c'est toujours mieux de l'emballer. La personne qui va le recevoir aura une surprise. Bah là, c'est un peu pareil pour le professeur qui corrige. Il aime bien qu'il y ait un petit papier cadeau. Donc ici, tu annonces juste ce que tu fais. Déterminons la valeur du poids. Bien, alors, la relation, c'est P est égal à M fois G. G, on te le donne dans les documents, c'est 9,8. Bon, on peut prendre 10 aussi, mais si dans les documents on te donne 9,8, prends 9,8. Ici, je vais prendre 9,8. Donc, c'est la masse de la fusée fois G. Alors, la masse de la fusée, que vaut-elle? La masse de la fusée, on nous dit dans les documents, elle est de 3038 tonnes. G, la Terre, est égal à 9,8 newtons par kilogramme. Bon, je vois que je n'ai pas pris ma calculatrice, donc je vais faire des calculs un peu plus simples. Je vais prendre 10. D'accord? Bien. Alors, je vais faire en arrondi. Donc du coup, ici, je vais pouvoir faire mon calcul. On a vu en cours que lorsqu'on a une formule, juste connaître la formule ne suffit pas. Il faut aussi que tu connaisses les unités des grandeurs. Ici, le poids, c'est en newton. La masse, elle s'exprime en kilogrammes. Et ça, il faut faire attention, parce que si tu utilises ta masse en grammes, cette relation, elle n'est plus vraie du tout. Ou ta masse en tonnes, cette relation n'est plus vraie. Et donc, c'est hyper important que tu fasses bien attention à ce que ta masse soit en kilogrammes. Alors, on y va. On convertit la masse en kilogrammes. 3038 tonnes, ça fait combien de kilogrammes? En fait, une tonne, c'est 1000 kilogrammes. D'accord? C'est gros modo une petite voiture. Et donc, du coup, 3038 tonnes, ça nous fait 3038 fois 1000 kilogrammes, ce qui va nous faire 3 038 000 kilogrammes. Voilà. Alors ici, le G, il sera toujours dans la bonne unité. Cette unité-là, je ne vais pas y revenir, mais grosso modo, newton par kilogramme. Pour l'instant, n'y prête pas plus attention que ça. Bien, donc du coup, on va pouvoir faire notre calcul. Le poids, c'est la masse, donc en kilogrammes, attention, 3 038 000
fois notre G d'intensité de champ de pesanteur 10, on se retrouve à avoir le poids qui vaut cette fois-ci 30 380 000 newtons. Et donc, comme on a vu que la force du sol de la poussée est égale au poids, c'est aussi égal à la force du sol sur la fusée. Voilà. Donc là, il faut, concrètement pour la rédaction, il faut que tu rajoutes une petite phrase de conclusion disant oui, le poids et la force du sol sur la fusée ont une valeur de 30 380 000 newtons. Voilà. Alors après, au lycée, tu vas voir, tu vas être habitué à écrire ça en écriture scientifique. Donc si tu peux le faire d'ores et déjà, c'est bien. Alors comment écrire ça en écriture scientifique? Alors déjà, qu'est-ce que l'écriture scientifique? L'écriture scientifique, c'était une écriture mathématique où tu as A qui est égal, où tu écris un nombre sous la forme A fois 10 exposant B. Alors attention, ton A est compris entre 1 et 10, mais ne peut pas être égal à 10 et peut être égal à 1. Et B, c'est un entier. D'accord? Alors je vais prendre un exemple. 620, ici, on va essayer d'écrire en écriture scientifique. Et là, on voit que 620, c'est pas compris entre 1 et 10. Donc on va être obligé de décaler la virgule ici, puisqu'ici on a le chiffre de droite qui est le chiffre des unités, on va être obligé de décaler la virgule une fois. Bien, on la décale une fois. 62, est-ce que c'est compris entre 0 et 1? Toujours entre 1 et 10, toujours pas. On décale la virgule une deuxième fois. 6,20, oui, 6,20, c'est bien compris entre 1 et 10. Donc là, on a 6,20 fois 10 exposants, on a décalé la virgule deux fois vers la gauche. Donc le coefficient en haut, l'exposant sera positif et c'est donc 2, comme le nombre de fois qu'on a décalé vers la gauche. Voilà. Bon, on va essayer de faire ça ici. Si tu le fais, je t'invite à mettre pause et essayer de le faire tout seul. On a le chiffre des unités qui est ici. Donc on décale une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. On a donc 3,038 fois 10 exposants, 7 newtons. Voilà, donc si tu peux t'entraîner à le faire, c'est bien. La masse, tiens, on va essayer de le faire sur la masse. La masse, on a mis que c'était 3 038 000 kg. On y va, le chiffre des unités est ici. Donc la virgule est là. On décale une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Voilà. Au bout de 6 fois, 3,038, c'est bien compris entre 1 et 10. Si tu peux t'entraîner à faire ça, ça te servira énormément au lycée. Bien. Eh bien écoutez, on a répondu à la question 2. Répondons à la question 3. Alors, on te demande de représenter sur le schéma les forces des deux forces. Et on te donne une échelle. On te dit que 2 méganewtons, ça correspond à 1 cm. Alors, Jacques, qu'est-ce qu'un méganewton? On te dit dans l'énoncé qu'un méganewton, c'est égal à 10 puissance 6 newtons. 10 d'une autre manière, c'est 1 million de newtons. Encore ici, on utilise de plus en plus l'écriture scientifique. Je t'invite à vraiment t'exercer dessus. C'est hyper important au lycée, tu verras. Donc on y va. Ici, le plus simple, c'est de faire comme on faisait à l'école primaire en CM2, de faire un tableau de proportionnalité. Tu vas voir. Alors ici, on a les newtons. Et ici, on a les centimètres représentés sur le schéma. On sait que 2 méganewtons, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance 6, dit d'une autre manière 2 millions de newtons, va être représenté par 1 cm sur le schéma. Moi, j'ai une force de 30 millions de newtons. 30 380 000 newtons, je vous prie de m'excuser. Donc du coup, combien est-ce que ça fait de centimètres tout ça? Voilà, ça, n'oublie jamais, ce produit en croix te servira énormément et si à un moment tu es perdu, il t'aidera assez régulièrement. Donc ici, simplement, la valeur ici en centimètres sera égale à quoi? Sera égale à 1 fois 30 380 000 divisé par 2 millions. Et donc on trouve quelque chose qui est de 15. Alors je vais mettre le détail pour ceux qui n'ont peut-être pas vu. C'est donc, on multiplie la diagonale, ceci c'est égal à ça fois ça divisé par ça.
Alors, ceux pour qui c'est compliqué, n'oubliez pas, hein, je vais refaire un cas simple. Et on va trouver une valeur de 15,2 cm. Alors oui, sur le schéma, c'était un peu, sur la feuille que je vous ai donnée, c'était un peu compliqué de faire ça, de tracer une flèche de 15,2 cm. Mais bon, je m'en excuse, je me changerai pour l'an prochain. Alors, ceux qui ont eu du mal à faire ça, posez-vous la question. Je vais à la boulangerie, j'achète des bonbons, je sais qu'un bonbon, ça me coûte 10 centimes d'euros. Voilà. Donc ça, c'est le nombre de bonbons. Et ça, c'est le prix. Si je possède 1,6 euros, combien vais-je pouvoir acheter de bonbons? Ben, on fait 1,6 fois 0,1 divisé par 1. Voilà, c'est exactement le même principe. Bien. Donc ici, les flèches, on refait un vrai schéma et on fait des flèches de 15,2 cm. Le poids en partant du centre du volume de la fusée et la force du sol en partant du centre de la surface de contact entre la fusée et le sol. Je n'y reviens pas. Bien. On nous dit, question 4, quelle est la valeur de la force de poussée à partir de laquelle la fusée décollera? Alors, notre fusée, bon, je vais effacer le schéma. Si les forces se compensent, elle est à l'équilibre. Mais quelle est la condition pour qu'elle aille vers le haut? Alors, souvent, bon, il y a un petit jeu qui existe où à deux personnes, on peut faire ce qu'on appelle un bras de fer. Le bras de fer, c'est qu'il y a une personne qui pousse dans un sens avec son bras, puis l'autre dans l'autre sens. Si les deux personnes poussent avec la même force, bah, les bras ne vont pas bouger. Si j'appuie plus fort que mon adversaire, je vais avancer. D'accord? Et à l'inverse, si mon adversaire pousse plus fort, ben ma main va reculer. Donc ici, pour que la fusée puisse décoller, il faut simplement que la force de poussée soit donc plus grande que le poids. Dit d'une autre manière, la force qui la pousse vers le haut soit plus grande que celle qui la tire vers le bas. Donc ça, on l'avait vu sur l'activité de la fusée. Et donc il faut que la force de poussée soit plus grande que 30 380 000 newtons. Dit d'une autre manière, 3,038 fois 10 puissance 7 newtons. Bien. Question 5. Bien, corrigeons la question 5. Alors, à la question 5, on nous demande combien de moteurs F1 aura-t-on besoin au minimum pour faire décoller la fusée? Alors, on peut lire dans l'énoncé que un moteur F1 produit une force de poussée de 6,9 méganewtons. D'accord? Donc ça, c'est un moteur. Alors, 1 méganewton, ça correspond à 6,9 fois 10 puissance 6 newtons. Donc, si tu as du mal avec les écritures scientifiques, 1 méganewton, c'est comme si c'était 1 million de newtons. Donc, tu fais 6,9 fois 1 million et tu trouves ici 6 900 000 newtons. Voilà. Alors après, pour déterminer le nombre de moteurs nécessaires pour que la fusée puisse décoller, soit tu peux calculer avec la force de poussée avec 2 moteurs, puis 3 moteurs, etc. Et puis, à partir du moment où tu trouveras une force de poussée plus grande que le poids qui est ici, on a dit tout à l'heure, de 3,038 fois 10 puissance 7 newtons, c'est-à-dire 30 380 000 newtons, alors eh ben, la fusée pourra décoller. Donc on voit qu'avec un moteur 6 900 000, c'est plus faible que 30 millions. Donc pour l'instant, la force de poussée est plus faible que le poids, la fusée ne décolle pas. Alors il y a une autre manière, plus rapide de faire, c'est en utilisant le produit en croix et en construisant du coup un tableau. Alors on va mettre
à gauche le nombre de moteurs, et puis à droite, la force de poussée générée par ces moteurs. Pour un moteur, on a dit que c'était 6 900 000. Et donc du coup, on ne sait pas le nombre de moteurs qu'il nous faudrait, N, le nombre de moteurs, pour avoir une force de poussée de 30 380 000 newtons. Donc ça, en général, les élèves... en général, tu t'en sors beaucoup plus facilement avec ce type de tableau. C'est des choses que tu as l'habitude de faire depuis les classes de maternelle, hein, CM1, CM2. Et donc ici, pour trouver N, voilà, hein, c'est... N est égal à 30 380 000 fois 1 divisé par 6 900 000. Alors, vous prenez votre calculatrice et on trouve un résultat de 4,4 moteurs. Alors bien sûr, 4,4 moteurs, ça n'a pas de sens physique. Mais c'est le nombre de moteurs à partir duquel la fusée décollerait. Donc du coup, pour que la fusée puisse décoller, il faut prendre le nombre entier supérieur à 4,4, c'est-à-dire 5. Il faut donc au moins 5 moteurs pour que la fusée puisse décoller. Plus on en rajoutera, plus elle pourra aller vite. Voilà. Donc vous indiquez une petite phrase de conclusion. Bien. Question 6. Au cours de son voyage, la fusée deviendra de plus en plus légère. Lors de son arrivée sur la Lune, la masse est de 47 tonnes. Quel est le poids de cette fusée sur la Lune? Alors, pour cette question... Non, déjà, pourquoi est-ce que la fusée a une masse qui diminue? En fait, une grande partie de la masse de la fusée correspond au carburant. Et donc plus elle avance, et plus en général, moins elle a de carburant. C'est ce qui explique le fait que sa masse diminue. Et on est bien d'accord qu'une masse, normalement, si on ne perd pas de carburant, et on l'a vu en cours, une masse est une grandeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du lieu, donc elle ne va pas évoluer. Ici, elle évolue parce qu'on perd du carburant. Donc la question 6, ici, c'est déterminer le poids de cette fusée. Alors pour ceci, moi je vous invite vraiment à utiliser la rédaction qu'on utilise habituellement. Hein. Données, relations, calcul, conclusion. Alors, ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le poids. Donc la formule qu'on utilisera, c'est P est égal à M fois G. Alors G de qui? Ici, on se trouve sur quel astre? Ici, on nous demande le poids sur la Lune. Donc ici, c'est bien le G de la Lune. La masse, on dit c'est 47 tonnes. N'oubliez pas que cette formule, encore une fois, P est égal à M fois G, est valable si et seulement si on exprime la masse en kilogrammes et le poids en newton. Voilà, ça ne l'oublie jamais. Hein. D'accord? Bien, donc ici, il faut qu'on indique la masse en kilogrammes. Une tonne, c'est 1000 kilogrammes. Donc 47 tonnes, c'est bien 47 000 kilogrammes. Bien, le jet de la Lune. Alors, je te prie de m'excuser, je ne l'avais pas indiqué dans le document. C'est 1,6 newton par kilogramme. Et voilà. Donc maintenant, on y va, on fait la multiplication. P, c'est égal à la masse, 47 000 tonnes, 47 000 kilogrammes, pardon. Oups. Fois 1,6. Et tu trouves 75 200 newtons. J'ai mis une petite phrase de conclusion. Le poids de la fusée sur la Lune est de 75 200 newtons. Et puis voilà. Bien. Donc ici, la difficulté, c'était bien sûr de prendre le jet de la Lune et non pas celui de la Terre ou d'une autre planète. C'était bien comprendre qu'on était sur la Lune. Bien, on continue. Question 7. Neil Armstrong a-t-il la même masse sur la Terre et sur la Lune? Justifiez votre réponse. Alors, pour cette question, la masse est une grandeur intrinsèque, donc elle ne dépend pas du lieu. Donc, la masse d'Armstrong est la même sur la Terre que sur la Lune, c'est-à-dire
75 kg. Voilà, bah, en fait, il n'y avait aucun calcul à faire, il y avait juste ça. Bien. Voilà, je m'arrête là. Le reste, tu le trouveras en correction sur le site du collège. J'espère que cette correction t'aidera. En tout cas, je t'invite vraiment à essayer de ne pas hésiter à mettre pause, à revenir en arrière et de la regarder plusieurs fois. Voilà, et bien écoutez, à bientôt. Au revoir.